Doggerland. Non, ce n'est pas le pays des chiens, contrairement à ce que l'on pourrait croire. C'était une terre de la taille de la Grande-Bretagne, située au nord de l'Europe. Mais inutile de chercher cette contrée sur la carte du vieux continent. Ce serait peine perdue. Doggerland a disparu il y a des milliers d'années. Mais où se trouvait-il exactement? Et des hommes y ont-ils vécu? Les scientifiques s'efforcent de répondre à ces questions. Commençons par le nom. Dans les années 1990, une archéologue britannique nommée Bryony Coles a baptisé la région Doggerland en référence à Dogger Bank, un banc de sable situé à environ 100 km au large de la côte est de l'Angleterre. Ce terme provient vraisemblablement du néerlandais et désignait un bateau de pêche à 2 mâts. Cela semble logique, car aujourd'hui, la mer du Nord est une riche zone de pêche. Mais il y a des milliers d'années, les habitants de cette région avaient un régime très différent. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière grande période glaciaire, Doggerland ne présentait pas d'eau de mer, mais des marécages, des lagons, des forêts et des collines. À cette époque, la Grande-Bretagne et l'Irlande n'étaient pas des îles. Elles faisaient partie du continent et se trouvaient loin de la mer. On pouvait ainsi partir du Danemark et marcher jusqu'au nord de l'Écosse. Un réseau de rivières se jetait alors dans la mer du Nord, qui ressemblait à un large canal séparant le Doggerland de la Norvège. Les cours d'eau étaient également différents. La Tamise se jetait dans le Rhin, et la rivière ainsi formée coulait à la place de la Manche actuelle pour se déverser dans l'océan Atlantique. Doggerland abritait même un lac, l'Outer Silver Pit. Malgré la présence de quelques glaciers, le terrain restait habitable. Mais qui pouvait bien vivre ici? On comptait des communautés de chasseurs-cueilleurs dès le Mésolithique. À cette époque, nos ancêtres maîtrisaient les outils en pierre taillés, qu'ils utilisaient pour fabriquer des saguets et des pointes de flèches. Ces compétences étaient particulièrement utiles à Doggerland, le terrain de chasse le plus foisonnant d'Europe. Doggerland aurait aisément pu être la région la plus peuplée de la partie nord-ouest du continent. Les chasseurs y traquaient probablement des rennes, des mammouths, des bœufs, des sangliers, des ours bruns, des loups et de nombreuses autres espèces. En bref, personne ne manquait de nourriture. La viande n'était d'ailleurs pas leur seule ressource. Les anciens habitants de Doggerland cueillaient des baies et des noisettes. Ils vivaient dans des huttes en bois qu'ils construisaient près des rivières et sur des collines. Vous vous souvenez de Dogger Bank? Aujourd'hui immergée, cette région était autrefois montagneuse. Doggerland devait être un endroit très prisé durant la préhistoire, avec une superficie totale de plus de 29 000 km². Mais les choses allaient changer de façon radicale. La dernière ère glaciaire touchait à sa fin. Toute l'eau emprisonnée dans les glaciers et les calottes glaciaires commençait à fondre. Vous pouvez observer ce phénomène chaque fois que vous commandez une boisson froide. Même si vous buvez rapidement, le verre se remplit à nouveau à mesure que les glaçons fondent. Doggerland était un peu comme ce verre. Le niveau de la mer a commencé à monter rapidement, submergeant chaque siècle entre 1 et 2 mètres de terre sèche. Imaginez ce que cela représenterait aujourd'hui. Avec une altitude d'à peine 1,8 mètres, Miami serait submergée en moins de 100 ans. Mais un événement a accéléré ce processus. Les glissements de terrain du Storegga, une série de glissements sous-marins dans la mer de Norvège, se sont produits il y a des milliers d'années. Lorsque de grands volumes de terre se déplacent soudainement sous l'eau, cela crée des vagues gigantesques, autrement dit des tsunamis. Doggerland a probablement été frappé par plusieurs de ces raz de marée. Ils étaient si puissants que les chercheurs pensent qu'ils ont emporté le pont terrestre reliant la Grande-Bretagne au reste du continent. Tout ce qu'il a resté de Doggerland était une île de la taille du pays de Galles. Les scientifiques estiment aujourd'hui que les vagues de ce tsunami mesuraient au moins 12 mètres de haut. Il y a environ 6000 ans, les habitants de Doggerland ont commencé à migrer vers des terres plus élevées, comme l'Angleterre et les Pays-Bas. Ironiquement, alors que les Pays-Bas doivent leur nom à leur remarquable manque d'élévation, il s'agissait à l'époque de terrains plus accueillants pour les chasseurs-cueilleurs, fuyant les inondations. Une fois ce processus achevé, le continent européen a pris la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Doggerland avait disparu, submergé sous les vagues de la mer du Nord, pour les 8200 prochaines années à venir.
L'idée de Doggerland vous rappellera peut-être une autre célèbre terre submergée, la cité perdue de l'Atlantide. Cependant, il y a une différence majeure. L'Atlantide n'est qu'une légende, connue essentiellement à travers les écrits du philosophe grec Platon. Les scientifiques recherchent l'Atlantide depuis longtemps, sans parvenir à s'accorder sur son emplacement exact, avec des théories allant de la Méditerranée jusqu'à l'Antarctique. Doggerland, en revanche, n'a rien d'un mythe. Tout ce que la science avance à son sujet repose sur des preuves concrètes. En 1931, un bateau de pêche au large des côtes du Norfolk, en Angleterre, traînait un filet le long du fond marin, ratissant tout sur son passage. L'équipage a alors attrapé quelque chose de plus que des poissons, de la tourbe, similaire à celle que l'on trouve en Alaska et en Irlande. Mais que faisait-elle au fond de la mer du Nord? L'eau de mer détruit normalement la tourbe. La seule explication possible était que cette zone devait avoir été une terre ferme à un moment de son histoire. Le clou du spectacle était la présence d'une pointe de harpon dans cette tourbe, indiquant une activité humaine. L'idée n'était pas nouvelle. Dès le Moyen-Âge, il était question de terres submergées et de leurs forêts sous-marines. En 1913, un géologue britannique nommé Clement Reid a avancé l'idée d'un monde sous-marin dans cette partie de l'Europe. Les preuves scientifiques n'ont alors cessé de s'accumuler. Les pêcheurs du coin ont commencé à remonter des outils fabriqués par l'homme et des ossements d'animaux que les chercheurs ont jugés remonter à environ 9000 ans. Toutefois, les eaux profondes et troubles de la mer du Nord rendaient la plongée impossible. Un archéologue a d'ailleurs noté que l'on connaissait mieux la surface de la Lune que le fond de cette mer relativement peu profonde. La découverte de pétrole dans cette région dans les années 1960 a marqué un tournant. Les entreprises pétrolières ont fourni aux scientifiques des données sismiques, les aidant à reconstituer l'image complète de Doggerland. Les simulations informatiques ont rapidement produit des images de vallées fluviales, de côtes, de lacs d'eau douce et de collines. Des empreintes de tribus nomades sont même préservées sur le fond marin. Aujourd'hui, les océanographes exploitent le champ magnétique pour cartographier ce monde sous-marin perdu. Doggerland n'est pas le seul endroit sur Terre à avoir été submergé. La Béringie est un autre monde perdu d'importance capitale. Ce pont terrestre reliait autrefois l'Asie et l'Amérique du Nord et tire son nom du détroit de Bering, large de 85 km à son point le plus étroit. Jusqu'à la fin de la dernière période glaciaire, ces terres sèches ont été le foyer de certains de nos ancêtres. Ainsi, des preuves génétiques montrent que les Amérindiens ont vécu en Béringie pendant environ 15 000 ans. Et la partie centrale de ce territoire était 9 fois plus large que la Manche. Pour imaginer à quoi ressemblait cette terre, pensez à la partie arctique de l'Alaska actuelle. Une toundra arbustive où l'on trouve des bouleaux et de petits saules. Pas de mammouths laineux ici, car les grands animaux herbivores n'auraient jamais trouvé assez de nourriture en Béringie, bien qu'il y ait probablement eu des élans et des mouflons d'Amérique dans la région. Mais l'ère glaciaire ne durerait pas éternellement. Comme pour Doggerland, les niveaux de la mer ont commencé à monter il y a environ 13 000 ans. Ce n'était pas qu'une mauvaise nouvelle, cependant. Des découvertes scientifiques suggèrent qu'à cette époque, les gens auraient commencé à migrer vers le sud, quittant la Béringie en voie de submersion pour passer en Alaska. De là, ils auraient mis peupler les deux Amériques, devenant les ancêtres des premiers Amérindiens. Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max, chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez, car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières, et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara ? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation.
Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elles faisaient partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies, car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique, un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal ? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque ? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens ? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines. Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi ? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes étaient nés si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre. Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi ? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil.
recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon. On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversé. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques, ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria, et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Autant l'admettre, la plupart des tombes anciennes ont été profanées au moins une fois. Quelles qu'aient été les rumeurs entourant leur malédiction, la plupart des momies ont également été démaillotées. À une exception, la momie Bachiri demeure intacte et suscite un tel trouble que nul n'ose en percer les secrets. Voici Howard Carter, un nom qui vous est sans doute familier si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne. On le connaît surtout pour avoir mis au jour, en 1922, la tombe du pharaon Toutankhamon. Mais rares sont ceux qui savent qu'avant cette découverte majeure, il aurait peut-être trouvé une autre momie. Cette découverte remonte à 1919 et porte divers noms, la momie de Bachiri, celle de Pachéri ou encore l'Intouchable. Selon certains témoignages, Carter aurait croisé son chemin dans la vallée des rois, précisément là où il exhumera plus tard le tombeau de Toutankhamon. Pourtant, cette momie demeure enveloppée de mystère. Ce n'est pas la superstition qui l'a protégée, mais la crainte de provoquer un tort irréparable. Personne ne peut garantir qu'un geste malencontreux pourrait être corrigé. Si finement emmaillotée, elle n'a jamais été déroulée. Les chercheurs redoutent de causer un dommage irréversible à son enveloppe funéraire. Il existe une règle d'or chez les spécialistes des antiquités. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir restaurer ou préserver un objet tel quel, abstenez-vous d'y toucher. L'histoire regorge d'exemples de trésors anciens irrémédiablement défigurés, comme le tristement célèbre Ecce Homo, ou la statue au sourire maladroitement restaurée. Le tissu fragile recouvrant son visage arbore un motif singulier, évoquant la forme stylisée d'une pyramide. Bien que les experts restent prudents, il pourrait s'agir d'un cas unique dans l'art de l'embaumement. Toutefois, sans en maîtriser la technique d'origine, le dérouler puis le restaurer sans l'abîmer semble quasiment impossible. Autrefois, qu'ils soient érudits ou pillards,
les hommes n'hésitaient pas à défaire les bandelettes funéraires, souvent dans un but d'étude. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'examiner le contenu des sarcophages avec précision, sans avoir à altérer ni ouvrir la moindre enveloppe. Après un examen approfondi de la momie de Bachiri, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à un homme mesurant environ 1,67 m et ayant vécu durant l'ère ptolémaïque, soit entre 305 et 30 avant notre ère. Cela signifie que cette dépouille remonte à quelques 2300 ans. Le musée égyptien a révélé que les radiographies avaient permis de déceler une inscription portant le nom du défunt, bien qu'il demeure difficile d'affirmer s'il s'agissait de Pacheri ou de Nenu, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Le musée a également tenu à souligner que le luxueux coffret renfermant la momie était orné de scènes richement illustrées. On y distingue le corps du défunt allongé sur un lit funéraire, encadré par les déesses Isis et Nephthys, ainsi que par les 4 fils du dieu Horus. À ses pieds figurent en outre 2 représentations d'Anubis. Il convient de noter que la momie de Bachiri n'est pas la seule à avoir conservé son intégrité. C'est également le cas d'Isetem-Kebde. L'archéologue français Gaston Maspero, soucieux de préserver son repos, avait en effet choisi de ne pas ouvrir sa momie, tant son état de conservation était remarquable. Il avait toutefois précisé que la tombe avait été jadis mise à sac. Les radiographies ont permis d'approfondir notre connaissance de cette momie. Les images ont révélé la présence de plusieurs objets enfouis avec elle, notamment des amulettes autour de son cou, de son bras droit et de son front. Il s'agissait de l'épouse d'un grand prêtre. Ces radios ont également mis en évidence des problèmes dentaires et une arthrite touchant ses genoux. Si l'on sait qu'elle est morte à un âge avancé, il reste difficile d'en déterminer la précision. Mais divers documents datant du règne de son fils attestent de la haute estime dans laquelle elle était tenue au sein du royaume. Isetem-Kebde n'était autre que la sœur épouse de Pinet-Jem II. Vous avez bien saisi? Ils étaient à la fois conjoints et liés par le sang. Une telle union, aussi choquante puisse-t-elle paraître aujourd'hui, visait à préserver la pureté du sang royal. Un raisonnement comparable à celui des Habsbourg, dont la quête obsessionnelle de pureté aboutit à la consanguinité et à la tristement célèbre mâchoire des Habsbourg. Il ne nous appartient pas de juger les normes ou les pratiques de l'Égypte antique, mais ce que l'on peut affirmer sans réserve, c'est que tant Bachiri qu'Isetem-Kebde ont eu la chance exceptionnelle de demeurer intacts. Toutankhamon, pour sa part, n'échappa pas à l'acharnement méthodique des chercheurs, au prix de nombreuses dégradations. Bien que la sépulture de Toutankhamon ait été mise au jour dès 1922, il fallut attendre l'année 1925 pour que les cercueils emboîtés soient ouverts lors d'une campagne de fouilles. Le premier, maintenu fermé à l'aide d'épingles en argent, dissimulait un second cercueil, anthropomorphe, décoré de verres colorés et de guirlandes florales. Des inquiétudes entouraient dans la momie royale, car elle avait été exposée à l'humidité. Le cercueil intermédiaire, dépourvu de poignée et particulièrement lourd, exigeait une extrême prudence lors de sa manipulation. Le 28 octobre 1925, en ouvrant le cercueil intérieur, en or massif et enveloppé d'un tissu rouge, les chercheurs découvrirent enfin la momie du souverain. La momie de Toutankhamon, longue d'environ 185 cm, épousait presque parfaitement les dimensions du cercueil intérieur, qui en mesurait 188. Vous l'aurez deviné, cette marge minime posait un réel problème. Extraire un corps aussi ancien, fragile et desséché d'un espace aussi restreint relevait d'un véritable défi, tant les risques d'endommagement étaient grands et la maniabilité quasi nulle. L'aspect de la momie soulevait des soupçons, elle était d'un noir de jais. Howard Carter, responsable des fouilles, estima qu'environ 2 seaux d'huile avaient été versés sur le corps. Toutefois, on avait soigneusement évité d'en asperger le masque et les pieds, probablement dans l'intention d'assurer une meilleure conservation. Le corps reposait dans le cercueil avec une légère inclinaison, et la différence de concentration d'huile entre les 2 côtés laissait penser que le cercueil avait peut-être basculé lors de sa mise en place dans le sarcophage. Ce liquide, en réagissant avec le temps, généra de l'humidité puis des réactions chimiques internes. Carter qualifia ce phénomène de combustion spontanée lente, qui entraîna la carbonisation progressive des bandelettes de lin. Hélas, la chaleur et l'humidité combinées n'épargnèrent pas les ornements funéraires. Le sceptre et le fléau se désintégrèrent, le scarabée en résine se fissura, et les fils retenant les mains ainsi que les bandelettes commencèrent à se désagréger, rendant l'ensemble du dispositif extrêmement fragile et instable. Avec le temps, les huiles s'étaient solidifiées, agissant comme une colle entre la momie, son masque et le fond du sarcophage. Pour tenter de les séparer, les archéologues exposèrent les cercueils au soleil durant plusieurs heures, atteignant une température de 65 degrés. Malgré cette tentative, la momie resta figée, et l'examen dut être réalisé sur place.
sans pouvoir la déplacer. L'examen de la momie commença par les jambes et les pieds, les chercheurs ayant choisi de procéder de bas en haut. En déroulant avec précaution les premières bandelettes, ils mirent au jour le premier d'une série de trésors enveloppés aux côtés du souverain. Chaque découverte fut méthodiquement photographiée et dûment répertoriée, dans le respect des exigences de la documentation archéologique. Les couches internes des bandelettes étaient en mauvais état, largement réduites en poussière, ce qui compliquait la compréhension de leur agencement initial. Néanmoins, les méthodes employées restaient conformes à celles observées dans d'autres momies nobles de l'époque, avec de nombreux coussinets en lin plié servant à modeler le torse et les cuisses. Les bandelettes extérieures et intérieures étaient confectionnées en lin fin, tandis que les couches médianes étaient plus grossières. Un bandage complexe entourait les épaules, la poitrine et la région de l'aine. Chaque membre, ainsi que les doigts et les orteils, recouverts de capuchons d'or, étaient enveloppés séparément. De plus, Toutankhamon portait des sandales en feuilles d'or aux pieds. Les chercheurs espéraient pouvoir séparer la momie du cercueil en retirant simplement les bandelettes extérieures, mais la résine avait solidement collé le corps au bois. Ils durent donc procéder à un dégagement mécanique, sectionnant le torse au niveau des hanches et désarticulant les bras pour continuer le démaillotage. Pour stabiliser les différentes parties, chaque segment fut traité à la cire de paraffine chaude, puis les mains et les pieds furent réassemblés à l'aide de résine. La tête, collée au masque funéraire, fut détachée avec des couteaux chauffés. Afin d'examiner la dentition, une incision fut pratiquée autour de la mâchoire et du cou, réparée ensuite à la résine. Techniquement, les scientifiques firent tout ce qui était en leur pouvoir pour préserver la momie. Pourtant, malgré leurs efforts, elle subit des dommages irréversibles. Et vous, qu'en pensez-vous? Auraient-ils dû la laisser dans son sarcophage? Ou ont-ils agi à bon escient? Partagez votre avis dans les commentaires. L'ancienne cité de Taposiris Magna est nichée quelque part le long de la côte nord de l'Égypte. De nos jours, elle a conservé très peu de sa gloire d'antan. Mais ce qui se trouve en dessous pourrait bien détenir la clé d'un célèbre mystère. Celui de Cléopâtre, l'une des reines d'Égypte les plus mémorables de l'histoire. Le tunnel récemment découvert est également connu comme un prodige de géométrie pour son époque. Des fouilles ont mis à jour une structure de 13 mètres de long enfouie dans le sol et partiellement immergée. Sa forme et ses techniques de construction sont semblables à celles du tunnel de Palinos. Une autre incroyable découverte de l'Antiquité. Ce dernier se trouve sur l'île de Samos, en Grèce, et a été réalisé en creusant simultanément à partir de 2 points, dans le but de les faire se rencontrer au milieu. L'utilisation des mathématiques et de la géométrie pour réaliser cet ouvrage était d'une précision stupéfiante pour l'époque, d'autant plus qu'il traverse une montagne de part en part. Les archéologues qui travaillent sur le site de Taposiris Magna depuis 2004 pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de Cléopâtre. Les indices qu'ils ont découverts jusqu'à présent semblent étayer cette théorie. Pour commencer, la ville et son temple ont été construits par l'un des ancêtres de Cléopâtre, Ptolémée II. Toute son architecture semble indiquer que la cité était dédiée à l'ancien dieu Osiris et à sa reine, Isis. Tout au long de son règne, Cléopâtre a cherché à s'associer à la déesse. Il ne serait donc guère surprenant qu'elle ait choisi cet endroit comme lieu de dernier repos. Les archéologues n'ont pas encore réussi à localiser le tombeau de Cléopâtre, mais les recherches se poursuivent avec l'aide de la technologie moderne. Pour mieux étudier cet emplacement, les chercheurs ont même eu recours à un dispositif spécial, appelé radar à pénétration du sol. Cet outil nous permet d'analyser ce qui se trouve sous la terre, sans avoir besoin de l'excaver. Comme ce tunnel est très ancien, les recherches doivent être menées avec la plus grande délicatesse. Voir des images de ce qui se trouve sous terre avant de commencer à creuser est incroyablement utile, et c'est ce que l'on fait ici depuis 2011. La découverte finale de la tombe de Cléopâtre pourrait nous aider à reconstituer son histoire. Surtout ce qui aurait pu se passer lors de la dernière partie de son règne, qui est encore entourée de mystères. Nous ne connaissons toujours pas la cause exacte de son décès. Certains pensent qu'elle aurait pu se laisser délibérément mordre par un cobra égyptien venimeux. D'autres ont suggéré qu'elle était tout à fait accoutumée au poison, en dissimulant même dans sa brosse à cheveux, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle ait choisi de l'utiliser sur elle-même. Nous avons beaucoup d'autres informations intéressantes sur Cléopâtre, qui sont tout aussi dignes d'intérêt, comme le fait qu'elle ait eu sa propre styliste. La plupart des images que vous avez vues représentant la célèbre reine montrent que ses yeux étaient cernés de colle noire. Ce look aurait été créé par Airas, une servante connue pour avoir été sa cosméticienne attitrée.
Elle traçait une longue ligne de ses yeux jusqu'à ses tempes, une technique de maquillage encore utilisée aujourd'hui pour mettre les yeux en valeur. Eiras aurait été une figure importante tout au long de sa vie, officiant également comme sa confidente et sa plus proche amie. Il existe même quelques théories qui suggèrent qu'Eiras se tenait à ses côtés lorsqu'elle a mis fin à ses jours. Malgré ses tenues recherchées, Cléopâtre n'était pas aussi belle qu'on le décrit. Ou du moins, c'est ce que pointent des recherches récentes. Certes, si l'on regarde les films et l'iconographie moderne, elle est représentée comme une femme d'une extrême beauté, aux traits symétriques et délicats. Toutefois, si l'on examine les pièces de monnaie représentant son profil de l'époque, son apparence laisse beaucoup à désirer. Son image sur les pièces de monnaie a peut-être également été exagérée, pour donner à la reine une apparence plus reconnaissable aux yeux de son peuple. Ainsi, il n'existe aucune source véritablement fiable pour confirmer son aspect. Mais sa description dans la plupart des textes de l'Antiquité évoque ses autres qualités, comme son éloquence et sa personnalité, plutôt que sa beauté. Cléopâtre est peut-être la reine égyptienne la plus célèbre à ce jour, mais elle n'était pas non plus le premier choix. Elle avait une sœur aînée, Bérénice, qui n'aura que très brièvement occupé le trône. Cette dernière ayant été renversée après 3 ans de règne, Cléopâtre s'est donc habituée à endosser le rôle et a commencé à se consacrer à sa propre éducation. Elle voyageait fréquemment à travers le pays pour se familiariser avec son peuple et avec leurs besoins. Elle n'avait que 18 ans lorsque les rênes du pouvoir lui ont été transmises, et elle a immédiatement gagné en popularité en raison de sa grande intelligence et de son instruction. Son goût pour la littérature était également renommé. On savait qu'elle était friande des œuvres d'Homère, le célèbre poète grec. Cléopâtre aimait d'ailleurs autant écrire qu'elle aimait lire. Il existe même des suppositions selon lesquelles elle aurait écrit un livre sur la médecine et les cosmétiques, mais nous n'avons aucune preuve à ce jour que ce travail ait jamais existé. Être une grande souveraine à cette époque signifiait qu'il était indispensable de parler plusieurs langues. Cléopâtre l'avait clairement compris. Et c'est pourquoi il se murmure qu'elle en connaissait de nombreuses, à des degrés divers. Certains archéologues ont suggéré qu'elle maîtrisait le grec, l'égyptien et l'éthiopien, ainsi que de nombreux dialectes arabes. Elle aurait également pu parler latin, mais il y a peu de preuves pour soutenir cette hypothèse. Elle n'avait peut-être pas des traits angéliques, mais Cléopâtre faisait vraiment attention à son apparence, à commencer par son alimentation. Elle aimait les repas simples, notamment une variété de poissons. Étant donné qu'elle vivait près de la mer Méditerranée, ce n'est vraiment pas une surprise. En guise de friandises, elle raffolait des pigeons farcis, qu'elle servait également à ses invités. D'autres plats au menu comprenaient des légumes et de la soupe de fèves. Les fruits et les noix n'étaient pas en reste dans son alimentation, et elle était également une grande amatrice de miel. Récemment, une équipe d'experts a même essayé de reproduire son célèbre parfum. Voyez cela comme l'équivalent antique du Chanel numéro 5. Cléopâtre était connue pour être une grande amatrice de parfums luxueux, dont elle croyait même qu'ils pouvaient influer sur la manière dont les gens la percevaient. La base de ce parfum est la myrrhe, une résine récoltée sur un arbre local. D'autres ingrédients ajoutés au mélange étaient également répandus à l'époque, comme la cardamome, l'huile d'olive et la cannelle. Le résultat peut ne pas être aussi fragrant que les parfums que nous connaissons et employons aujourd'hui. Sa consistance était beaucoup plus épaisse, mais le parfum durait beaucoup plus longtemps. Quand elle était à l'apogée de sa gloire, Cléopâtre aurait bien pu être la personne la plus riche au monde. À cette époque, elle régnait sur un territoire qui s'étendait à travers la Méditerranée, de la Libye actuelle à l'ouest, en passant par l'Égypte jusqu'à la Syrie tout à l'est. À l'époque, c'était le plus grand territoire jamais dirigé par une femme. En monnaie d'aujourd'hui, sa fortune aurait donc pu avoisiner les 95 milliards de dollars. Les calendriers que nous utilisons aujourd'hui ont peut-être été introduits par Cléopâtre elle-même. C'est elle qui aurait présenté l'idée des années bissextiles et des jours intercalaires à Jules César, le général romain avec lequel on sait qu'elle était très proche. Suivant ses conseils, César aurait fait de ces ajustements une partie intégrante du calendrier romain. Les anciens Égyptiens savaient déjà que l'année était plus longue que 365 jours exactement. Ils ont découvert cela en étudiant l'étoile la plus brillante dans le ciel, appelée Sirius, et en ont conclu qu'une année durait en réalité 365 jours et un quart. C'est Elizabeth Taylor qui a fameusement introduit Cléopâtre dans l'imagerie populaire, lorsqu'elle l'a interprétée dans le film du même nom en 1963. À ce moment,
Il s'agissait du film le plus coûteux jamais produit. Il n'était censé coûter qu'environ 2 millions de dollars, mais a fini par engloutir l'incroyable somme de 44 millions. C'était principalement dû à des problèmes de scénario et de production. Pour réaliser ce film emblématique, les producteurs ont dû créer 79 décors de toutes pièces, ainsi que plus de 26 000 costumes pour le reste du casting. Rien que les costumes de Cléopâtre d'Elizabeth Taylor ont coûté environ 2 000 dollars. Heureusement pour les producteurs, le film a fait les gros titres et a été très bien accueilli par la critique, ce qui en fait un succès au box-office. Certains associent Cléopâtre à un autre célèbre souverain d'Égypte, le pharaon Toutankhamon. C'est une erreur. Car hormis le fait qu'ils aient en tous deux été des pharaons égyptiens, ils n'ont rien d'autre en commun. Pour commencer, Toutankhamon a vécu environ 1300 ans avant Cléopâtre. Et ils ne partageaient même pas la même ascendance. Cléopâtre avait des racines grecques macédoniennes, tandis que Toutankhamon était un Égyptien du pur souche. Imaginez que vous ayez réservé une excursion dans les jungles du Costa Rica. Tout à coup, vous tombez sur une énorme sphère de pierre, dont le diamètre fait presque 2 mètres. Comment diable est-elle arrivée là et que symbolise-t-elle? Vous interrogez immédiatement votre guide. Il n'est pas aussi étonné que vous, et vous explique qu'il y en a en fait plusieurs centaines disséminées dans le sud du pays. Ces mystérieuses sphères de pierre n'ont pas de nom officiel. Les habitants les appellent simplement Las Bolas, ce qui signifie boule en espagnol, tandis que les historiens les appellent les sphères d'Iquiz, du nom de la culture qui les a produites. Les scientifiques ont étudié les couches de sédiments de la Terre qui les entourent, et estiment que les plus anciennes ont été fabriquées vers l'an 600 de notre ère, et que les plus récentes datent de l'an 1000 de notre ère. De nombreuses sphères ont été déplacées après leur découverte initiale. C'est pourquoi les archéologues ont du mal à les dater avec précision. La culture d'Iquiz a complètement disparu peu après sa découverte par les Espagnols, au XVIe siècle. Contrairement aux Mayas et aux Aztèques, les mythes et légendes de ces peuples n'ont pas survécu, et ne peuvent donc pas expliquer l'existence de ces mystérieuses sphères. Plus de 300 de ces boules ont été découvertes à ce jour, certaines mesurant moins de 2,5 cm de diamètre, les plus grandes mesurant jusqu'à 2 mètres de diamètre, plus hautes donc que la plupart des humains. Bien que certaines sphères soient en calcaire, la majorité d'entre elles ont été sculptées dans une variété de basalte, un type de roche qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Certaines sphères pèsent jusqu'à 15 tonnes et, dans la plupart des cas, leur surface est lisse au toucher, bien qu'il existe des pièces plus rugueuses, généralement inachevées. Si l'on écarte la théorie selon laquelle l'érosion fluviale aurait sculpté naturellement ces boules, il semble que ce soit d'anciens hommes qui les aient créées en martelant des blocs de pierre avec d'autres pierres. Une fois la forme approximative obtenue, ils polissaient la roche jusqu'à la perfection en utilisant des techniques telles que la fracture contrôlée et le meulage. Ces mystérieuses sphères se trouvent dans le delta du Dikis, sur la côte de l'océan Pacifique. La plupart d'entre elles ont été découvertes dans un lieu appelé Ferme 6, qui, avec 3 autres sites, a été proclamé site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. La zone contient d'autres découvertes de l'époque précolombienne, telles que des espaces pavés, des sites funéraires et des monticules. Pendant des siècles, les boules de pierre ont été cachées sous une épaisse couche de sédiments qui les protégeait des éléments et des pillards jusqu'à ce qu'elles soient mises au jour dans les années 1930. La société propriétaire du terrain défrichait la forêt tropicale pour y installer des bananeraies lorsqu'elle est tombée sur ces étranges ouvrages de pierre. Certaines ont été endommagées par des bulldozers, d'autres par des ouvriers qui tentaient de les ouvrir, pensant qu'elles contenaient de l'or. Il a fallu un certain temps avant que les autorités n'interviennent pour empêcher que les découvertes ne soient davantage endommagées. Doris Stone, la fille d'un cadre de la société propriétaire du terrain, a été la première à étudier les sphères. En 1943, elle a publié un article dans une revue archéologique américaine de premier plan, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les boules. Des expéditions ont rapidement suivi, et les archéologues ont immédiatement pu déterminer que les formations de pierre étaient d'origine humaine, probablement créées par l'ancienne population indigène du Costa Rica. À ce jour, personne n'a été en mesure d'expliquer scientifiquement leur fonction.
Cela signifie qu'il y a encore de la place pour les théories les plus folles sur l'origine et la véritable finalité des sphères. La théorie la plus populaire au sein de la communauté scientifique est que ces sphères de pierre servaient de décoration et de symboles sociaux, car nombre d'entre elles ont été retrouvées à proximité des habitations des chefs de tribu. Ces mêmes chefs étaient également enterrés avec certaines des plus petites boules. Ces sculptures étaient donc certainement associées au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ciseler un bloc de pierre à la perfection exigeait beaucoup de travail et de planification, et seuls les individus puissants pouvaient se permettre de telles commandes à l'époque. L'autre théorie la plus répandue est que les boules étaient utilisées pour l'observation astronomique. Les sphères individuelles représentaient des étoiles ou des planètes, formant comme une carte primitive du ciel nocturne. Comme elles étaient parfaitement rondes, il était facile de les faire rouler. Avant que la jungle ne les engloutisse, la région où elles ont été découvertes était une plaine alluviale plate, idéale pour faire rouler de grosses pierres. Une autre version de cette théorie suggère que les pierres étaient utilisées comme marqueurs de frontières, un peu comme les bornes modernes, qui sont elles aussi principalement faites de pierre. Enfin, les légendes d'autres tribus qui vivaient dans la région racontent que les sphères étaient des boulets de canon que la divinité du tonnerre utilisait pour chasser la divinité des vents et des ouragans. Nous ne connaissons toujours pas la fonction première des sphères du Costa Rica, mais elles restent un élément important de l'identité nationale du pays. Le musée national de San José, la capitale du Costa Rica, en possède 6 dans sa cour. De nombreuses autres sphères sont devenues des décorations de jardin, très prisées des habitants les plus fortunés. Il y en a même une à l'université de Harvard. Plus d'un millénaire après leur création, les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica sont toujours associées au pouvoir et à la richesse. En termes mathématiques, les sphères de pierre ne sont pas tout à fait rondes. On estime qu'elles sont presque parfaites, approchant la forme d'une sphère à 96%. Bien que ce chiffre soit impressionnant, les sphères du Costa Rica ne sont pas les seules de leur genre. Il y a près de 10 ans, des ouvriers ont découvert de mystérieuses sphères géantes en pierre dans les profondeurs d'une mine de charbon du nord de l'Asie. La surface de ces sphères, qui mesurait un peu plus de la longueur d'un pas humain en diamètre, était exceptionnellement lisse. Et les gens se sont penchés sur la question pour tenter de comprendre ce dont il s'agissait. Certains étaient là persuadés que les boules venaient d'un autre monde, tandis que d'autres suggéraient qu'il s'agissait en fait d'œufs de dinosaures pétrifiés. Les scientifiques ont rapidement mis fin aux discussions. Il s'est avéré que les mystérieuses sphères étaient en réalité des concrétions. Il s'agit de formations rocheuses qui mettent des millions d'années à se former dans les profondeurs du sous-sol. Pensez à un caillou qui amasse de la neige en dévalant une colline. C'est ainsi que se forment les concrétions. L'eau souterraine, riche en sédiments et en minéraux, s'écoule autour de la concrétion, la façonnant lentement en un orbe parfait. Ce processus est assez courant dans la nature, mais en général, les concrétions sont assez petites. Les sphères trouvées dans la mine de charbon avaient atteint cette taille dans un sol riche en minéraux, et elles étaient suffisamment grandes pour intéresser la presse et le grand public. Un autre cas possible de concrétion est celui des imposantes sphères de pierre retrouvées dans la vallée de Visoko, en Bosnie. Semir Osmanagić, que l'on a surnommé l'Indiana Jones bosniaque, a été le premier à étudier ces objets dont la largeur équivaut à celle d'un autobus londonien. Il pense que ces boules de pierre ont été sculptées par une civilisation disparue qui vivait dans la région il y a 1 millier d'années. La couleur rougeâtre des orbes prouve cependant qu'il s'agit bien de concrétions, riches en fer. Les Moki Marbles, découverts dans l'Utah rural, ont une couleur similaire à celle des sphères bosniaques. Ces minuscules concrétions, de la taille d'une bille, sont constituées d'un noyau de grès et d'une coquille d'hématite, un minerai de fer. En Afrique du Sud, des mineurs ont découvert les sphères de Klerksdorp, dont la forme et la taille sont similaires à celles des Moki Marbles. La seule différence est que celles-ci se sont formées à l'intérieur de sédiments et de cendres volcaniques. Parmi les petites sphères créées par l'homme, les plus intrigantes sont probablement celles que l'on trouve sur certaines îles grecques. Des scientifiques ont découvert 700 pierres plus petites que des balles de golf près du site de l'âge du bronze d'Acrotyrie, sur l'île de Santorin. Ils pensent que ces objets ont entre 3600 et 4500 ans. En comparant toutes les variations de taille et de couleur de ces pierres énigmatiques,
Les archéologues ont conclu qu'elles auraient pu faire partie du plus ancien jeu de société jamais fabriqué. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les scientifiques tentent aujourd'hui de comprendre les règles de ce jeu. Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Saül existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Saül se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Saül hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo, et le terrifiant mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Saül ne comptait parmi ses mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentaient des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Saül, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Saül. Et ce n'était pas un petit périple. Le Saül était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Saül comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah, face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Saül et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Saül entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières. Mais comment le Saül a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Saül. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Saül. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Saül, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Saül n'est pas le seul continent submergé au monde.
Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'1/5 des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan Arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argolan s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argolan ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argolan s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes. Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenus un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité.
Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. Ici, les nuits peuvent durer 24 heures. Les rues n'ont pas de nom. Et certains disent qu'il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Les chats y sont également interdits. Et si vous parvenez à y accéder, on s'attendra à ce que vous retiriez vos chaussures en entrant dans un restaurant ou un musée. Svalbard, un archipel norvégien situé dans les profondeurs glaciales de l'Arctique, est l'un des lieux habités les plus proches du pôle Nord. La visite nécessite une planification rigoureuse. Il vous faudra un visa, des vêtements adaptés au froid extrême et un guide local expérimenté pour vous accompagner dans cette nature sauvage. Pourquoi l'interdiction des chats ? Parce qu'ils sont considérés comme une espèce invasive pouvant nuire à la faune fragile, notamment aux oiseaux qui ne savent pas se défendre contre ces prédateurs à moustache. Les rues n'ont pas de nom, seulement des numéros. Une tradition remontant à l'époque où la région était peuplée de mineurs qui souhaitaient simplifier le repérage. Vous trouverez des chaussons à disposition dans les établissements qui vous intiment de retirer vos chaussures. Cette pratique est héritée d'une ancienne coutume qui poussait les habitants à retirer leurs chaussures sales pour ne pas souiller l'intérieur des bâtiments. Ces îles abritent également l'impénétrable réserve mondiale de semences. Cette installation doit être maintenue dans des conditions impeccables, car elle contient environ 1 million d'échantillons de graines de plantes en cas de catastrophe planétaire nécessitant la reconstruction de notre environnement naturel. Ce coffre a été conçu profondément à l'intérieur d'une montagne et se trouve à plus de 120 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est également capable de résister à de puissants séismes. Les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer, mais certaines visites guidées permettent d'approcher ses portes. Une fois arrivé sur cette île du Pacifique Sud, vous pouvez revendiquer un morceau de terre et commencer à bâtir la maison de vos rêves. Il s'agit de l'île Pitcairn, et lors du dernier recensement, elle comptait moins de 50 résidents permanents. Le climat y est tropical toute l'année et le paysage est époustouflant. Mais s'y rendre est une véritable épopée. Mettons que vous partiez depuis Los Angeles. Vous devrez d'abord prendre un vol pour Tahiti. Ensuite, attraper un autre vol pour l'île de Mangareva, qui ne part qu'une fois par semaine. Vous arriverez ainsi à l'aéroport le plus proche de Pitcairn, situé à 530 km de l'île. Le reste de l'aventure devra être effectué en bateau, ce qui vous prendra plus de 30 heures. Cela n'est possible que si vous avez la chance de partir, étant donné que le bateau ne voyage vers l'île avec des fournitures qu'une fois tous les 3 mois. Il n'y a pas beaucoup de distractions lors de ces longs trajets. Seules 4 familles résident sur l'île, qui compte un seul café et une galerie d'art. Vous pourriez toutefois réserver un séjour dans une ancienne prison. Les locaux n'ont réalisé qu'ils avaient besoin d'une prison qu'en 2004, mais elle est rapidement devenue inutile et sert désormais d'hôtel. Sous la Banque d'Angleterre se trouve un mystérieux coffre-fort rempli d'or, une forteresse réputée impénétrable. Et pour cause, on dit qu'il abrite environ 400 000 lingots d'or, d'une valeur estimée à environ 250 milliards de dollars. Cet endroit est protégé par de multiples mesures de sécurité. Une surveillance technologique sophistiquée, de lourdes portes pesant plus de 3 tonnes, des gardes en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les rares personnes autorisées à entrer utilisent comme des systèmes comme la reconnaissance vocale pour déverrouiller les portes. Selon l'histoire officielle, remontant au 19e siècle, la banque possédait des défenses si efficaces qu'elle était jugée impossible à cambrioler. Toutefois, il circulait une rumeur selon laquelle les responsables de la banque avaient commencé à recevoir des lettres anonymes affirmant que quelqu'un avait réussi à percer ses murs. Ils ont ignoré ces avertissements jusqu'à ce qu'ils se retrouvent nez à nez avec le coupable, un ingénieux égoutier. Ce dernier avait émergé du sol du coffre-fort, prétendant avoir découvert une ancienne conduite lors de réparations. L'honnête égoutier n'avait dérobé aucun lingot, et, à sa grande surprise, il n'a pas été puni pour être entré par effraction. La légende raconte qu'il aurait été récompensé par l'équivalent d'environ 100 000 $ pour avoir révélé cette faille dans la sécurité. Ce bâtiment effronté, connu sous le nom de phare des Tridarangar, se trouve dans la froide Islande. Perché sur le plus haut des 3 rochers d'un petit archipel, ce phare est constamment battu par les vagues, ce qui rend son accès en bateau impossible. Aujourd'hui, le seul moyen d'y parvenir est par hélicoptère. Bien qu'il ne soit pas ouvert aux touristes,
De nombreuses excursions en hélicoptère à proximité permettent d'explorer ses environs. La construction de cette structure robuste en 1939 fut un véritable défi. Les ouvriers devaient poser manuellement les fondations et escalader les falaises environnantes pour atteindre le sommet. Les conditions météorologiques difficiles, avec des pluies glacées et des vents violents, rendaient la tâche encore plus ardue. Les rochers glissants représentaient également un danger constant, une fausse manœuvre, et les constructeurs se retrouvaient dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. L'équipe devait également faire preuve de compétences en alpinisme. Pour terminer le phare, ils ont dû improviser une pyramide humaine. Une personne à genoux, une autre au-dessus, et une troisième tout en haut. Le point Nemo, ou point sans homme, est l'endroit de l'océan le plus éloigné de toute terre ferme, à plus de 2500 km. C'est aussi une zone tristement pauvre en vie marine. Cette région de l'océan Pacifique Sud est immense, environ 34 fois la taille de la France. Mais la vie marine ne peut y prospérer en raison des courants océaniques paresseux. Ceux-ci n'apportent pas suffisamment de nutriments pour permettre la survie des plus grandes créatures marines. Les scientifiques n'ont pu observer que quelques bactéries et de petits crabes dans ces cheminées volcaniques au fond de la mer. Le point Nemo a été découvert pour la première fois en 1992, mais il n'a été que peu exploré depuis. Les navigateurs ne sont même pas les personnes les plus proches du point Nemo. Ce sont les astronautes qui le survolent dans la Station spatiale internationale. En raison de son isolement, les agences spatiales l'ont souvent utilisé pour leurs missions. Lorsque les engins spatiaux arrivent en fin de vie, c'est là qu'ils sont mis au rebut, car les précipiter dans le Pacifique permet d'éviter tout dommage terrestre. Au fil des années, le point Nemo est devenu un cimetière pour plus de 250 engins spatiaux. En 1997, le point Nemo est devenu célèbre pour un son inhabituel, capté par des scientifiques marins, surnommé le bloop. Bien que certains aient initialement pensé qu'il s'agissait du cri d'une créature océanique inconnue et potentiellement monstrueuse, il a été rapidement déterminé que ce son provenait d'un phénomène naturel, un tremblement de glace sous-marin. Est-il possible de traverser le point Nemo? Pas vraiment. L'emplacement exact de ce point a été calculé à l'aide de logiciels spécialisés pour répondre au défi de la plus longue distance de nage. L'objectif était de déterminer le point dans l'océan où, en cas de chute depuis le pont d'un navire, une personne se trouverait le plus éloignée de toute terre dans toutes les directions. Il est peu probable que quiconque ait jamais traversé ces coordonnées précises, aucun navire commercial ou touristique ne passant par là. L'abysse de Ranis, situé en République tchèque, est la cavité souterraine inondée la plus profonde au monde, avec une profondeur de plus de 520 mètres. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé jusqu'où elle s'étendait dans le sol. Contrairement à la plupart des gouffres qui se forment en descendant à partir de la surface terrestre, celui-ci s'est formé en remontant, à cause de l'eau minérale tiède riche en dioxyde de carbone. Cette mixture gazeuse, provenant des profondeurs de la Terre, a lentement érodé le calcaire. Puis, à un certain moment de son histoire, le plafond s'est effondré, révélant ainsi cette vaste cavité au monde. Outre sa profondeur, ce qui rend l'exploration difficile, c'est le liquide en lui-même. Il peut être problématique en raison de sa forte concentration en dioxyde de carbone, suffisante pour irriter les parties exposées d'un plongeur. La composition de cette eau influence également le type d'équipement que l'on peut utiliser. Opter pour la plongée en circuit ouvert provoque une réaction chimique lorsque les bulles exhalées entrent en contact avec l'eau, entraînant une diminution de la visibilité dans un endroit où il y a déjà peu de lumière. Préparez-vous à plonger dans la mer des mystères, également connue sous le nom de mer Noire. C'est la plus grande étendue d'eau intérieure au monde, plus vaste que l'ensemble de l'État de Californie. Elle abrite des dizaines de navires perdus, ainsi que quelques tunnels sous-marins secrets. Certains pensent même qu'elle fut autrefois une carrière exploitée en 6 phases distinctes. La mer Noire présente des couches d'eau horizontales qui ne se mélangent pas, avec des niveaux de salinité variés. L'eau salée provient de la Méditerranée, tandis que l'eau douce est apportée par les rivières. 10 des plus grands fleuves d'Europe se déversent effectivement dans cette mer, et elle reçoit plus d'eau douce par les rivières et les précipitations qu'elle n'en perd par évaporation. Enfin, l'excédent d'eau s'écoule à travers le Bosphore en direction de la mer de Marmara, formant 2 courants distincts.
Le courant supérieur évacue l'eau de surface de la mer Noire, tandis que le courant inférieur apporte l'eau salée de la Méditerranée. Ainsi, les couches supérieures de la mer Noire sont-elles moins denses que les couches inférieures. L'oxygène provenant de l'atmosphère et de la photosynthèse reste dans les couches de surface et à des profondeurs excédant les 90 mètres au large et jusqu'à 150 mètres près du rivage, la vie est impossible. Seules certaines bactéries y survivent. Bien qu'il n'y ait pas d'air dans les profondeurs de la mer Noire, la couche supérieure abrite environ 750 espèces de phytoplancton. Les œufs et les larves de poissons et d'invertébrés se trouvent dans les régions côtières. On recense également 180 espèces de poissons dans la mer Noire, dont certaines sont précieuses, comme le chinchard, l'aiguillat commun et le sprat. Le niveau de l'eau y est toujours constant, sans marée haute ni marée basse. Ainsi, la surface de la mer est toujours calme et sereine. Cependant, elle cache une caractéristique surprenante, une rivière sous-marine. Ce courant d'eau salée traverse le détroit du Bosphore et longe le fond marin. Cette incroyable découverte, réalisée par des scientifiques de l'université de Leeds, a été annoncée en 2010 et c'est la première rivière sous-marine de ce type jamais découverte. Elle se forme lorsque l'eau salée de la Méditerranée se déverse à travers le détroit du Bosphore dans la mer Noire, où l'eau a une salinité bien moindre. La zone dépourvue d'oxygène de la mer Noire constitue une chambre de conservation idéale pour les trésors cachés dans ses profondeurs. Véritable coffre à trésors pour les épaves, cette mer a révélé ses secrets par hasard. Des archéologues maritimes étudiaient alors les niveaux de la mer pour comprendre la montée des eaux après la dernière ère glaciaire lorsqu'ils sont tombés sur plus de 40 épaves inconnues. À l'aide de 2 véhicules téléguidés, les chercheurs ont exploré le fond marin, filmant et produisant des images tridimensionnelles détaillées des navires assemblées à partir de milliers de photos haute résolution. Selon le New York Times, parmi les 44 navires retrouvés, certains se distinguent particulièrement, comme un navire de commerce médiéval du XIIIe ou XIVe siècle. Un autre navire ottoman, surnommé la Fleur de la mer Noire, pour ses sculptures en forme de pétales, a également été découvert. L'équipe a observé des détails fascinants sur d'autres navires, tels que des cordages, des marques de burin, des gouvernails et diverses sculptures. Aucun plan d'excavation n'a encore été annoncé, mais ces épaves pourraient renfermer des trésors historiques tels que des livres ou des parchemins. Il serait sûrement intéressant de les récupérer. La découverte la plus extraordinaire dans la mer Noire est celle que les archéologues considèrent comme l'épave intacte la plus ancienne au monde. Ce navire grec antique, long de 23 mètres, repose presque indemne depuis plus de 2400 ans, à plus de 1600 mètres de profondeur, avec son mât, ses gouvernails et ses bancs de rames toujours en place. Les chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un navire de commerce, semblable à ceux représentés sur les anciennes poteries grecques, comme le vase d'Ulysse et des sirènes du British Museum. Ce vase, qui date de la même période, nous montre un navire acheminant le héros au-devant des sirènes tentatrices. L'équipe a prélevé un échantillon pour une datation au carbone, confirmant qu'il s'agit de l'épave intacte la plus ancienne jamais recensée. La préservation exceptionnelle de ce bateau illustre le talent des constructeurs de l'époque. Sans la présence de microbes, de vers ou d'autres créatures pour dévorer les épaves, il n'est guère surprenant que ces navires se trouvent dans un état presque impeccable. Si le Titanic avait coulé dans les mêmes eaux, il serait aujourd'hui en bien meilleur état, sans être rongé par les micro-organismes sous-marins. Une théorie intrigante, connue sous le nom d'hypothèse du déluge de la mer Noire, suggère qu'une immense inondation se serait produite il y a environ 7500 ans. Dans les années 90, 2 géologues ont émis l'hypothèse qu'à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 7 à 12 000 ans, le réchauffement climatique de la Terre aurait provoqué la fonte des calottes glaciaires et la montée des niveaux marins, transformant la mer Noire en un petit lac d'eau douce. Ce lac était séparé de la mer Méditerranée par un barrage naturel au niveau du détroit du Bosphore. Puis, lorsque le niveau global des océans a augmenté, la Méditerranée a commencé à déborder dans le bassin de la mer Noire. Ils estiment que le niveau de la mer s'est élevé de 15 cm par jour, inondant les zones côtières et altérant définitivement leur environnement. Des échantillons prélevés au fond de la mer Noire révèlent un passage brusque d'une faune d'eau douce à des espèces marines, suggérant un afflux rapide d'eau salée. Des études sous-marines ont également identifié d'anciens littoraux et des structures humaines,
prouvant que des populations vivaient dans des zones aujourd'hui submergées par la mer Noire. En outre, le moment de cette inondation correspond au schéma connu de migration humaine vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Certains pensent même que ce déluge pourrait être celui décrit dans l'histoire de l'Arche de Noé. Cependant, les critiques de cette théorie affirment que les preuves avancées ne sont pas aussi catégoriques et que la transition de l'eau douce à l'eau salée aurait pu être plus progressive. Ils débattent également pour savoir si les habitants ont déserté la région avant ou après sa submersion. Une ancienne chronique, datant d'environ un siècle, détaille l'existence de 2 tunnels souterrains partant de Roumanie et de Bulgarie et s'étendant sous la mer Noire jusqu'en Turquie. Autrefois, les paysans utilisèrent de tels tunnels pour déplacer leurs troupeaux vers l'Empire ottoman et le reste de l'Asie mineure. Qui a bien pu les creuser et la raison pour laquelle ils passent sous la mer demeure des questions sans réponse. À la Première Guerre mondiale, les entrées de ces tunnels ont été scellées pour des raisons de sécurité et gardées sous étroite surveillance. L'armée roumaine était parfaitement au courant de l'existence de ces tunnels et a continué d'en interdire l'accès. Dans les années 80, des ouvriers travaillant sur le canal Danube-Mer Noire ont accidentellement découvert une autre entrée de ces mystérieux tunnels, située dans un cimetière de Murfatlar, en Roumanie. Ces mêmes ouvriers utilisaient régulièrement le passage pour transiter en Bulgarie. Mais ce qui rend ces tunnels encore plus fascinants, c'est que l'on raconte qu'ils auraient été construits il y a plusieurs milliers d'années. Creuser un tunnel sous la mer est une tâche pour le moins complexe, même avec nos technologies actuelles. Et si ces tunnels sont vraiment aussi anciens, leurs constructeurs étaient incroyablement en avance sur leur temps. Enfin, une légende urbaine raconte que la mer Noire posséderait son propre triangle des Bermudes. Les pêcheurs ont décrit un tourbillon furieux qui apparaîtrait soudainement, entraînant sous les flots des oiseaux, des navires et même de petites îles. En 1944, un navire aurait mystérieusement disparu en plein jour, entouré d'un brouillard noir qui brillait d'une inquiétante lueur verte. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Bien que personne ne puisse attester avec certitude de cette histoire, elle ajoute une touche ésotérique et effrayante aux énigmes de la mer Noire. Vous préparez votre prochain voyage, vous devez trouver un logement, réserver des billets d'avion, et quoi d'autre encore. Vous assurez que vous serez en sécurité sur la route, bien sûr. Cependant, certains touristes recherchent activement des destinations dangereuses. La région des Yungas, dans l'ouest de la Bolivie, est l'endroit idéal pour partir à l'aventure. Elle abrite l'une des destinations touristiques les plus périlleuses de la planète, la route de la mort, ou Carretera de la Muerte en espagnol. La route des Yungas fait environ 69 km. Elle relie la capitale, La Paz, à la ville de Corueco située dans le bassin amazonien de Bolivie. Un bus parcourt la distance en 3 ou 4 heures. Un peu long, n'est-ce pas? La route entre San Francisco et San José fait à peu près la même longueur. Et on peut la parcourir en moins d'1 heure en voiture. Qu'est-ce qui empêche les véhicules d'en faire de même sur cette route bolivienne? Il y a plus d'une raison. Si vous voulez vous rendre en voiture dans la capitale bolivienne, vous partirez à une altitude de 1500 mètres. Mais une fois arrivé à destination, vous vous trouverez à une altitude de 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer. La Paz est en effet la capitale la plus élevée du monde. Si ces chiffres vous donnent le vertige, vous devriez peut-être vous asseoir avant d'entendre le chiffre suivant. Le sommet de cette route, la Cambre, se trouve à plus de 4500 mètres, une hauteur raisonnable pour faire du parachutisme. Les Andes ne sont pas le meilleur endroit pour construire une route, mais les autorités n'ont pas fait ça sans raison. C'est une route commerciale importante. Des camions transportent de tout, du café, des fruits tropicaux, etc., le long de la route des Yungas. Et elle a presque un siècle. Elle a été construite dans les années 1930. Dans la plupart des endroits, la route n'est même pas asphaltée. Sa surface est surtout composée d'un mélange de terre et de gravier. Les ouvriers l'ont creusée dans un flanc de montagne presque vertical. Regardez en bas et vous aurez le vertige. Le dénivelé est d'environ 600 mètres. Impossible de penser à autre chose quand on passe par là. Mais il y a au moins 2 voies, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. En raison du terrain, il n'y a qu'une seule voie, si l'on peut dire. La largeur de la route dépasse rarement 3 mètres. À titre de comparaison, une Tesla Model S fait 1,50 m de large.
et c'est sans compter les rétroviseurs qui dépassent de chaque côté. Il y a donc de quoi se sentir à l'étroit. Mais croyez-le ou non, même de très gros camions empruntent cette route. La plupart du temps, il n'y a même pas de garde-corps pour empêcher les véhicules de tomber dans l'abîme. Et puis, il y a la météo. En été, la poussière soulevée par les véhicules réduit la visibilité. Et il y a souvent du brouillard, ce qui donne l'impression de conduire les yeux bandés. En hiver, la situation n'est pas meilleure. Les fortes pluies rendent la route boueuse et glissante. Des torrents peuvent emporter des tronçons entiers de la chaussée. Les glissements de terrain sont fréquents. À tout moment, un rocher peut tomber sur une voiture sans crier gare. Il s'agit donc davantage d'une course d'obstacles que d'une route. Le seul point positif est que vous pouvez prendre une douche en chemin. Le long de la route, des chutes d'eau naturelles permettent aux voyageurs de se laver. Jusqu'en 2006, cette route de montagne était le seul moyen de rejoindre la capitale depuis la région des Yungas. C'est pourquoi les bus et les camions de toute taille devaient se serrer au bord de ces falaises. Malheureusement, certains d'entre eux ne sont jamais arrivés à destination. En moyenne, 26 véhicules tombent dans le vide chaque année. Le coût total en vies humaines, 2 à 300 personnes perdent la vie tous les ans sur la route des Yungas. C'est vraiment triste. Les autorités boliviennes étaient déterminées à faire bouger les choses. Mais il leur a fallu 20 ans pour construire une autre route. Elle longe une chaîne de montagnes voisines. La nouvelle route de contournement comporte 2 voies goudronnées. Elle est sécurisée par des glissières et dispose même d'un système de drainage. Cela a permis de réduire la circulation sur l'ancienne route, qui était trop dangereuse. Aujourd'hui, le trafic est nettement moins important que dans les années 90. En 1995, la Banque interaméricaine de développement avait déclaré qu'il s'agissait de la route la plus dangereuse au monde. Et puis les touristes sont arrivés. Oui, une fois que les habitants ont pu traverser la région en toute sécurité, des voyageurs du monde entier se sont lancés sur cette route difficile. Des dizaines de milliers d'entre eux y affluent en quête d'adrénaline, la plupart du temps à vélo. Mais le trajet reste dangereux. Depuis 1998, au moins 25 cyclistes y ont perdu la vie. La route est si étroite que vous n'avez pas assez d'espace pour freiner. Des monuments commémoratifs sont érigés tout au long de la chaussée à la mémoire de ceux qui ont péri à bicyclette. Mais cette route bolivienne n'est pas la seule destination dangereuse prisée par les touristes. En Zambie, il existe un bassin naturel au bord des chutes Victoria. Il n'est accessible que pendant la saison sèche. À ce moment, le niveau de l'eau du puissant fleuve Zambèze baisse suffisamment pour que le bassin apparaisse. Les gens viennent ici pour prendre des photos, mais le danger guette tout près. Un talus rocheux borde le célèbre bassin. Si un nageur imprudent le franchit, la chute est immense, plus de 100 mètres. Le danger est donc bien réel. Les touristes oublient souvent qu'ils se trouvent au bord d'un fleuve puissant. Plus de 400 000 litres d'eau se déversent des chutes Victoria à chaque minute. L'absence totale d'eau peut également être dangereuse. C'est précisément le cas dans la vallée de la mort, en Californie. C'est l'endroit le plus chaud de la planète. Les températures y atteignent 54 degrés Celsius. Mais les touristes sont attirés par ces conditions extrêmes. Rien qu'en 2022, plus d'1 million de personnes ont visité la région. Les randonnées dans ce paysage désertique sont très dangereuses. Même la conduite automobile peut coûter la vie à certaines personnes. Si votre voiture tombe en panne, la chaleur ne tardera pas à vous rattraper. La déshydratation et les coups de chaleur sont des dangers réels. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a les serpents à sonnette. 7 espèces de serpents vivent dans le désert de Mojave. En Europe, l'Irlande est une destination de voyage très prisée. En 2019, 19 millions de personnes ont visité l'île d'Émeraude. C'est près de 4 fois la population du pays. Les touristes explorent d'abord Dublin, mais ils veulent ensuite voir la campagne. Et la plus grande attraction est aussi dangereuse que magnifique. Les falaises de Moher. Elles se dressent sur la côte ouest escarpée de l'île. Les visiteurs qui tentent de s'approcher de leur bord pour prendre une belle photo risquent leur vie. Le dénivelé est de 215 mètres. Un seul faux pas, et c'est comme si vous tombiez de la grande pyramide de Gizeh. Malheureusement, cela s'est déjà produit à plusieurs reprises.
En Floride, il existe un endroit qui fait rêver tous les surfeurs américains, New Smyrna Beach. Mais un danger rôde sous les vagues, les requins. Ces créatures adorent dans cette région. Un surfeur qui pagaie sur sa planche ressemble à un phoque aux yeux des requins affamés. Et les phoques, ils adorent ça. Depuis 2010, 32 attaques de requins ont été signalées dans cette zone. C'est pourquoi cette partie du littoral est surnommée la plage la plus dangereuse d'Amérique. Ce n'est certainement pas la destination idéale pour l'été. Peut-être vaut-il mieux aller à Hawaï, ou pas. Cet atoll comporte ses propres dangers. Les îles hawaïennes ont été formées par l'activité volcanique. Ces volcans attirent les touristes du monde entier. Mais ce n'est pas la lave qui s'écoule lentement qui est dangereuse. Ce sont les gaz toxiques. Vous avez déjà entendu parler du Vogue? Non, je ne parle pas du magazine de mode. Il s'agit du smog volcanique. Un mélange de cendres et de dioxyde de soufre. C'est le gaz toxique que vous respirez lorsque vous allumez une allumette. Et lorsque la coulée de lave touche l'eau salée de l'océan, vous obtenez de la brume de lave. Ces panaches peuvent parcourir jusqu'à 24 km dans le sens du vent. Et ils n'apportent rien de bon. Vos yeux deviennent secs et votre gorge commence à vous démanger. Ce sont là les symptômes les moins graves. En l'espace de 20 ans, 5 touristes sont décédés à la suite d'une exposition au gaz volcanique. Le fleuve Amazon, le bateau et la jungle dansent des deux côtés. Tout est silencieux, seul le moteur fait du bruit et tu regardes nerveusement autour de toi, sous le regard sérieux du guide péruvien. Soudain, l'homme sourit et pointe du doigt. Ça y est, tu y es. Tu es enfin arrivé à Iquitos. La ville est cachée au cœur de la forêt amazonienne. D'un côté, Iquitos est entouré d'eau et de l'autre, il y a une épaisse forêt tropicale impénétrable qui s'étend à perte de vue, rendant cette ville extrêmement difficile à atteindre. Tout d'abord, il a fallu prendre l'avion pour la capitale du Pérou, Lima, une ville côtière dynamique. De là, tu as voyagé en bus à travers les vastes montagnes sauvages du Pérou avant de t'enfoncer au cœur de la forêt amazonienne. Après 3 jours de voyage en bus, tu as atteint une petite ville où la route s'est soudainement arrêtée. Avec plus de 360 km², Iquitos est la plus grande ville continentale du monde qui ne puisse être atteinte par la route. Tu es encore à plus de 320 km d'Iquitos, alors qu'à partir d'ici, tu prends un bateau le long du torride fleuve Amazon, avant d'atteindre finalement la ville isolée, 5 jours après avoir quitté Lima. Lorsque tu arrives dans la ville, tu remarques que beaucoup de maisons sont construites sur de grands pilotis. C'est parce qu'au printemps, la rivière qui entoure Iquitos sort de son lit, submergeant une partie de la ville. Pour cette raison, Iquitos a été surnommée la Venise de l'Amazone. Les maisons sur pilotis sont suffisamment hautes pour éviter les eaux troubles du fleuve Amazon. Tu entends un puissant grondement venant de toute la ville. On dirait qu'une bande de motards est arrivée. En réalité, il s'agit de motocarrosses. Il y a très peu de voitures à Iquitos. À la place, il y a des motocyclettes sur lesquelles sont fixées de petites cabines pour les passagers. Il y a environ 45 000 de ces engins qui tournent autour d'Iquitos, ce qui rend la ville très bruyante. Ton voyage dans les endroits les plus isolés vient de commencer. Tu te rends en Norvège et tu arrives dans la capitale, Oslo. Aussitôt après, tu prends un nouvel avion. Après un vol de 3 heures, tu arrives à l'aéroport public le plus septentrional au monde, Longyearbyen. Tu descends de l'avion et tu vois une petite ville colorée entourée de montagnes enneigées. Longyearbyen se traduit par la ville de Longyear, du nom de son fondateur américain, le mineur de charbon, John Longyear. Tu te promènes le long de la côte de cette petite ville. L'eau est d'un beau bleu cristallin. Tu décides d'y tremper ton orteil. Ouch! Mauvaise idée. La température moyenne de l'eau est ici de 0 degré Celsius, ce qui la rend absolument glaciale. Au loin, on peut distinguer une créature blanche et duveteuse. C'est un ours polaire. En fait, c'est un groupe d'entre eux. À Longyearbyen, les ours polaires sont plus nombreux que les humains. Environ 3000 de ces animaux peuplent la région, contre 2300 pour la population humaine. Enfin, le soleil se couche. Tu attrapes une couverture et tu t'assieds pour profiter de cette vue imprenable sur les aurores boréales. Maintenant, imagine que tu marches sous une chaleur étouffante le long de la grande mer de sable d'Égypte. Tu marches depuis des heures, voire des jours, et tu as parcouru des kilomètres et des kilomètres. Tu rêves d'eau, de verdure et d'un endroit où te reposer quand soudain, tu tombes sur un petit village avec des oliviers, des palmiers et même des sources d'eau fraîche. Ce n'est pas un mirage induit par la chaleur, c'est l'oasis de Siwa, une ville égyptienne de 23 000 habitants et un miracle de la nature.
Pour s'y rendre, il faut prendre l'avion jusqu'à la capitale égyptienne, le Caire, puis embarquer pour un long trajet en bus dans le désert. Lorsque tu aperçois enfin un peu de verdure au milieu du sable, tu as atteint l'oasis de Siwa. Après t'être rafraîchi dans les eaux fraîches des sources, tu continues à explorer la ville et tu découvres des ruines anciennes. Cette ville existe depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, et de nombreux vestiges historiques peuvent encore être trouvés aujourd'hui. Parmi ces ruines, tu remarqueras des bâtiments plus récents. C'est là que vivent les Siwis d'aujourd'hui. Tu passes un peu de temps avec les Siwis, une communauté sympathique et unique d'Égyptiens. Ils te racontent tout sur leur ville. L'oasis de Siwa est située au milieu du désert du Sahara. Et en raison de son climat rude, c'est l'une des villes les plus isolées du monde. Tu remarques combien l'air est sec et combien le soleil est brûlant. Avec des températures maximales de 48 degrés Celsius, cette chaleur fait de l'oasis de Siwa un endroit difficile à vivre. Il est temps de voyager vers un climat plus équilibré. Tu te diriges vers le nord-est et tu arrives dans la capitale de la Russie, Moscou. De là, tu prends à nouveau un vol vers l'est, voyageant de plus en plus loin à travers la Russie jusqu'à ce que tu sois plus proche de l'Alaska que de Moscou. Tu arrives alors dans la ville de Petropavlovsk, qui se traduit par ville de Pierre et Paul. La première chose que tu vois, ce sont des montagnes géantes qui entourent la ville, la coupant du reste du monde. Ces montagnes sont en fait des volcans. Dans cette partie extrême orientale de la Russie, il y a plus de 300 volcans, dont 29 actifs. Ces volcans empêchent toute route d'atteindre Petropavlovsk. La ville dépend entièrement des transports aériens et maritimes pour importer ses provisions. Tu te détournes des volcans pour admirer le bleu ondoyant de l'océan alentour. L'eau a l'air bonne, alors tu te diriges vers la plage où un groupe d'otaries prennent un bain de soleil sur le sable. Petropavlovsk abrite une faune incroyablement variée. Juste au bord de la mer, tu aperçois une nageoire de baleine qui sort de l'eau. Tu explores les paysages variés de la ville. Tu te rends dans l'une des stations de ski locales et tu passes la journée sur les pistes. Ensuite, tu fais une rando sur un chemin rocheux jusqu'à la base de l'un des nombreux volcans de la ville. Enfin, il est temps de se détendre au cours d'une excursion en bateau autour de l'île, pour voir la célèbre formation rocheuse des Trois Frères. Inspiré, tu décides de voyager vers une autre terre volcanique, l'île de Pâques, au large du Chili. L'île n'a pas de port et une seule compagnie aérienne dessert cette terre lointaine. Tu voyages donc une journée entière jusqu'à Santiago du Chili. Puis tu grimpes à bord d'un petit avion pour te rendre sur l'île de Pâques. Tu te balades le long des hautes falaises de l'île désertique et tu tombes sur ces célèbres monuments. Il s'agit de statues géantes et mystérieuses de têtes humaines. Elles sont appelées des Moai et ont été sculptées par la population locale il y a environ 800 ans. Tu inspectes la terre sous tes pieds. Elle a l'air très sèche. L'île de Pâques est constituée de 3 anciens volcans. Ce sol volcanique rend toute culture ou toute croissance végétale difficile. De nombreux arbres ont été coupés il y a des centaines d'années pour faire place aux monuments de pierre, donnant à l'île l'aspect vide qu'elle a aujourd'hui. Tu embarques sur un bateau à 1770 km à l'ouest de l'île de Pâques. Tu arrives sur une petite terre verdoyante flottant dans l'océan Pacifique. C'est l'île Pitcairn. Tu te rappelles peut-être que cet endroit a joué un rôle majeur dans la mutinerie du Bounty. Tu descends du bateau et tu commences ton voyage pour rejoindre Adamstown, le centre de l'île où vivent ses 43 habitants. Pour atteindre Adamstown, tu dois faire une randonnée sur la colline de la difficulté. Une montée abrupte et rocheuse de 61 mètres qui mène au sommet de l'île. Maintenant que tu es enfin arrivé ici, tu peux explorer la nature diverse et unique de cette terre. L'île Pitcairn abrite la plus grande réserve marine au monde. Tu fais une excursion en apnée et nages aux côtés de toutes sortes de poissons exotiques. Tu explores des récifs coralliens chatoyants et tu peux même apercevoir une des rares baleines à bosse. Rêvant de la belle époque du Far West, tu décides de te rendre à Supai, en Arizona. Pour visiter cette colonie amérindienne et véritable fragment du passé, tu roules le long de la célèbre route 66 des États-Unis. Tu t'arrêtes, visiblement au milieu de nulle part, avec seulement des terres désertiques à perte de vue. Puis tu suis un sentier de randonnée de 13 km pour atteindre Supai. Tu descends dans le Grand Canyon, profond de près de 915 mètres. Tu tombes sur une cascade époustouflante qui se déverse sur les falaises du canyon. Il s'agit de Havasu Falls, un lieu touristique populaire, célèbre pour son eau bleu vert vif. Après une nouvelle randonnée d'1 kilomètre, tu atteins enfin Supai. Plus de 200 membres de la tribu indienne Havasupai résident dans cette petite ville. Elle est souvent considérée comme la ville la plus isolée des États-Unis. À ta gauche, tu vois plusieurs mules qui traversent la ville avec des paquets sur le dos. Comme aucune route ne mène à ce petit village, le courrier est distribué par un train de mules. Sans cela, le facteur devrait faire une randonnée de 16 heures pour effectuer ce trajet.
Tu te balades dans la région et tu découvres de nombreuses autres chutes d'eau bleue imposantes. La nature intacte et la vue imprenable sur le Grand Canyon font que cette longue randonnée en vaut la peine. Après un magnifique coucher de soleil, la nuit tombe et il n'y a aucune lumière à des kilomètres à la ronde. La Terre est éclairée par les innombrables étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes. Dans la province chinoise du Yunnan, au cœur d'une vallée située entre deux montagnes, se trouve Yanjin, un district qui s'étend de part et d'autre du fleuve Nanchi et qui s'étire tout en longueur. Son agglomération est considérée comme la plus étroite du monde. Des ponts relient ses deux rives, bordés d'une multitude de bâtiments colorés. Dans ces hauteurs, un peu à l'écart de la rivière, de nombreux magasins et restaurants se tiennent côte à côte, mêlant les constructions d'aspect traditionnels et d'autres plus modernes. Si tu empruntes la route qui longe la berge et surplombe le fleuve, alors tu sais que tu es quelque part au centre de Yanjin. Enfin, en quelque sorte, car techniquement, ce sont les ponts qui sont le plus au centre. Le canton s'étend sur 60 km du nord au sud et 40 km d'est en ouest, montagnes comprises. La population compte presque un demi-million d'habitants et le territoire occupe une surface de plus de 2000 km². La ville est en fait bordée de deux rivières divisées en trois parties. Si tu te tiens sur une des berges, tu remarqueras à quel point l'autre côté est proche. Malgré l'étendue de sa longueur, la ville ne possède pas un si grand nombre de ponts. Son centre principal se trouve au bord de l'eau, à 330 mètres d'altitude. Ses zones les plus élevées atteignent 2200 mètres. Ce territoire est organisé de manière si unique que le climat y est tout à fait singulier. Les étés sont très chauds, spécialement près de la rivière, et les hivers sont très humides, et cela uniquement en raison de sa position géographique. La largeur de la ville mesure 30 mètres à son point le plus étroit et jusqu'à 300 mètres d'amplitude au maximum. Pour mettre cela en perspective, sa largeur minimale équivaut à un peu moins d'une piscine olympique alors que sa largeur maximale en fait presque 7. Il est presque impossible de s'y perdre. Mais un système ferroviaire a tout de même été mis en place pour transporter les gens aux alentours et d'un bout à l'autre de la ville. Il est situé légèrement au-dessus du fleuve en direction des montagnes et passe par un petit tunnel qui traverse l'une d'entre elles. À bord, tu peux admirer des panoramas incroyables tout en te relaxant pendant le trajet. La ville étant extrêmement étroite et les biens immobiliers en nombre limité, la plupart des immeubles d'habitation sont concentrés le long de la rive du fleuve. Tu peux littéralement plonger de n'importe quel balcon pour t'y baigner. Mais tous les sites ne sont pas appropriés à la baignade, car l'eau n'est pas du genre paisible. Les bâtiments sont dotés de piliers qui renforcent les fondations pour minimiser le risque d'inondation en cas de crue. La rivière ne s'écoule pas en ligne droite, mais forme plutôt toute une série de virages et de méandres. Ainsi, vue du ciel, la ville entière ressemble à un serpent glissant entre les montagnes. Selon l'endroit où se trouvent les bâtiments, le premier étage habitable peut, par exemple, se trouver à hauteur du 5e. Les niveaux inférieurs sont alors seulement des pilotis qui servent à soutenir l'immeuble. Certaines constructions sont assez hautes et offrent alors de très jolies vues, tandis que d'autres sont plus proches du sol. Dans tous les cas, la créativité de la conception est indéniable et compte tenu des difficultés du terrain, son aboutissement relève de l'exploit. Au-delà du charme du lieu, la culture locale vaut elle aussi le détour. Lors du festival annuel des fleurs dansantes, des locaux revêtent des vêtements traditionnels et se rendent dans un lieu spécial où se déroulent les danses et les festivités. Il y a aussi la vieille ville de Dusha. Même si la plupart de ses habitants ont adopté des modes de vie modernes, ils ont conservé l'architecture traditionnelle. Ce charmant petit bourg de plus de 2200 ans était un important passage reliant la province de Yunnan et la Chine centrale au IIIe siècle. L'entrée de la vieille ville combine architecture ancienne et design moderne. C'est là que se trouve son célèbre pavillon ancien. En marchant dans les rues, tu as l'impression de replonger dans l'Antiquité. Elles sont accidentées et pourtant bien préservées compte tenu des siècles traversés. Non loin de là, s'élèvent des reliefs montagneux dont les crêtes blanches de craie sont couvertes de fleurs et d'herbes. Tu peux te perdre dans un labyrinthe naturel de végétation et de roches. Cet endroit constitue une échappatoire agréable à l'agitation urbaine tout en étant relativement peu éloigné et facile d'accès. Dusha est une ville historique et ancienne, peuplée depuis des centaines d'années. Le district a été célèbre pour son commerce du sel grâce à son emplacement stratégique idéal sur l'axe emprunté par les caravanes et les marchands. Malheureusement, la situation économique actuelle est moins avantageuse pour les importations. En effet, avec une seule route d'accès à la ville, la circulation des camions de marchandises reste limitée. Dusha tire meilleur profit du tourisme international et du tourisme chinois local. Lijiang est elle aussi une charmante bourgade ancestrale située dans la même province que Yanjin.
Elle est construite sur un terrain irrégulier auquel elle s'est parfaitement adaptée. Au temps reculé de l'Antiquité chinoise, ce territoire était d'une importance considérable pour les échanges entre provinces environnantes et était même relié à la route de la soie. C'était aussi un melting pot culturel entre les différents groupes ethniques de la région pendant plus de 800 ans. La majeure partie des traditions et des particularités architecturales locales sont donc le fruit de toutes ces années d'échanges, de partage et de brassage de cultures variées. Sa localisation permet un accès privilégié aux montagnes. Les rivières et les sources descendent jusqu'à la ville par d'anciens canaux, encore utilisés aujourd'hui. Lijiang est divisée en 3 parties, la vieille ville de Dayan et les quartiers de Beisha et Shuhei. Dayan est considéré comme le centre commercial de Lijiang. Son architecture fascinante donne l'impression d'être un décor de film. De nombreux bâtiments possèdent des toits en tuiles et des portails voûtés dans un genre unique et sont agrémentés de fresques sculptées. Dans ce quartier subsistent encore d'anciens monuments emblématiques et divers petits objets et ustensiles ont également pu être préservés. Le quartier de Baisha se trouve au nord de la vieille ville dont il est relativement proche et abrite des logements vieux de plusieurs siècles. Celui de Shuhei est situé au nord-ouest de Dayan, dans une zone montagneuse entourée par de grandes quantités d'eau. Le système de distribution hydraulique a été soigneusement pensé et contribue même au charme de la ville. Ici aussi, tu trouveras un riche mélange provenant de l'interaction continue entre les peuples et les cultures au fil des siècles. La vieille ville de Lijiang est le résultat de l'union réussie entre les êtres humains et leur environnement. Les peuples ont intégré les montagnes, les arbres, les rivières dans la mise au point d'une architecture en harmonie avec la nature. L'eau prend sa source dans les montagnes enneigées, descend jusqu'à la ville et alimente les fermes. La ville entière est construite autour de l'eau, ce qui a influencé le style, le paysage, l'aménagement urbain et tout ce qui en découle. De nombreux canaux relient les bâtiments et les ruelles pour s'assurer que la ville ne s'assèche pas. Yangshuo, quant à elle, est célèbre pour ses bateaux en bambou, utilisés pour la pêche et le transport. Elle est entourée de vastes étendues de terre et de montagnes. Lors d'une excursion en bateau, tu peux observer de près la vie des habitants de ce village traditionnel et découvrir comment ils pratiquent la pêche pour subvenir à leurs besoins. Tu auras peut-être la chance d'apercevoir la faune sauvage unique qui vit dans les environs. La ville est située au centre des montagnes et la rivière n'est pas très loin. La place du marché grouille d'artisans locaux qui exposent leurs travaux et leurs œuvres pour les touristes de passage. Tu peux faire des balades à vélo dans différents espaces et te laisser imprégner par l'atmosphère joyeuse. La colline de la Lune est connue pour son incroyable vue panoramique sur les sommets des montagnes et le reste de la province. Tu peux aussi faire un tour dans la grotte aquatique si tu as un goût prononcé pour l'aventure. Et pendant que tu y es, tu peux aussi t'adonner à l'escalade, au kayak et à la randonnée. Pour avoir une vue encore plus belle, tu peux faire un tour en montgolfière qui te fera monter au ciel pour mieux t'immerger dans ce magnifique paysage. Tu peux admirer le village en pierre perché au sommet d'une colline entouré de murs antiques. Ce site a environ 1400 ans et comme les autres, il tire sa richesse culturelle de toute une variété de peuples et d'ethnies. Beaucoup de locaux ont conservé les mêmes fêtes et coutumes. La société a réussi à préserver des traditions culturelles ancestrales profondément ancrées dans les mœurs tout en adoptant les modes de vie à la modernisation.